Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Michel Carlier, administrateur délégué de Carlier Bois. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors Carlier Bois, c'est une très belle histoire, une entreprise familiale qui remonte à 90 ans déjà. On est en 1933. Votre grand-père Désiré lance sa propre scierie. Votre papa reprendra ensuite le business. On est alors plutôt dans le négoce du bois. Et vous incarnez, Jean-Michel, la troisième génération de cette entreprise familiale. Avant de parler de ce que vous faites, est-ce que cette dimension familiale est essentielle lorsqu'on est un chef d'entreprise ? Disons qu'elle est importante, elle vit en moi parce que c'est vrai que j'ai vécu cette entreprise sans doute indirectement petit, puisque je voyais mon grand-père, mon père y travaillait, j'y ai travaillé moi-même comme étudiant, et donc j'avais des relations privilégiées avec mon grand-père. J'étais le seul petit-fils qui portait son nom, et donc il m'a toujours un peu choyé, il faut dire ce qui est. Et donc c'est important pour moi de continuer ce travail qui a été, que vous l'avez rappelé, fondé il y a déjà maintenant 90 ans. Alors aujourd'hui, Carlier Bois, vous engagez 85 personnes, on est dans la région de Namur. Vous faites quoi exactement ? Alors notre métier, au fond, il se décline en deux départements. Un département B2B, donc nous fournissons tous les entrepreneurs, les menuisiers, les couvreurs, les charpentiers, donc une activité professionnelle qui se situe à Suarlé. Et nous avons également un département libre-service qui est dédié aux particuliers et qui se trouve à Namur. Vous avez décidé justement, historiquement vous étiez à l'entrée du centre de Namur, vous avez décidé il y a quelques mois d'investir ce nouveau parc Ecolis à Namur. Pourquoi ce déménagement ? Vous étiez à l'étroit ? Alors oui, nous étions à Détroit sur le site historique. J'ai eu la chance de pouvoir l'agrandir 2 fois pendant ces 25-30 dernières années. Mais c'était toujours assez compliqué parce que quand vous êtes coincé à côté d'un hôpital, d'une ligne de chemin de fer, accessoirement de la Meuse, ce sont des opérations qui peuvent se comparer au Monopoly. Vous devez racheter des petits terrains à gauche, à droite, négocier de longs moments avec les voisins et avec les autorités communales. D'accord. Et il était temps, à un moment donné, d'avoir plus d'oxygène, et que ce soit pour le confort de nos clients ou de notre personnel, mais également pour la sécurité, tout simplement. Et donc, dans ces installations, on parle quand même de près de 17 000 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on voit ? Si je visite vos installations, qu'est-ce qu'on y fait ? Au fond, vous verrez essentiellement 5 halls et un bâtiment avec nos bureaux et notre salle d'exposition. Donc, dans les halls, il y a beaucoup d'entreposage parce que notre métier nécessite beaucoup de place. Oui. Les bois, les panneaux, les parquets, les bardages, les produits de parachèvement. En fait, nous couvrons toute la construction sauf le gros œuvre. Donc, pas les blocs ni les briques. D'accord. Mais le menuisier, il place également des dalles de faux plafond, il place de l'isolation. Donc, le parachèvement fait également partie intégrante de notre gamme. Et alors, vous avez un hall qui est complètement dédié à la transformation du bois d'un côté, donc rabotage, sciage des bois, c'est la seconde transformation. Okay. On ne parle plus de scierie qui est la première transformation où la grume est débitée en planche. Et un deuxième hall de menuiserie où nous travaillons essentiellement les panneaux, découpe de panneaux en collage de champ, ainsi que la fabrication de blocs-portes intérieurs, c'est-à-dire que nous entaillons les portes pour y placer la serrure, les charnières, et nous les assemblons en blocs-portes prémontés. Donc là, on est déjà dans un travail de transformation qui est plus élaboré du bois. Oui, tout à fait. Nous avons toujours essayé d'apporter de la valeur ajoutée, donc nous ne nous limitons pas à faire de l'achat-vente, mais nous essayons d'apporter un maximum de valeur ajoutée. Alors ces nouvelles installations là, que vous avez investies, justement, ça représente un investissement financier assez conséquent. On parle de 17 millions d'euros. Comment on finance ça quand on est une entreprise ? Est-ce que les banques font d'office confiance dans un climat qui est quand même assez anxiogène ? Alors, 17 millions, c'est un chiffre absolu qui est important parce que si on le rapporte à notre chiffre d'affaires de 28 millions, vous verrez qu'il est plus de la moitié et on ne dégage pas non plus dans notre secteur de distribution un bénéfice énorme chaque année. On n'est pas dans d'autres secteurs, et donc dans le secteur énergétique, par exemple. Et donc, c'est un travail, en fait,
de bonne gestion de longues années. C'est le fruit de gestion conservatrice. On met de côté chaque année, on met en réserve en sachant qu'on a un grand projet derrière la tête. Et puis on ne le fait pas toujours en une fois. Ici, j'ai décidé de le faire en 2 temps pour être très prudent. Donc, une première phase, 2014-2015, nous avons construit 2 halls d'entreposage qui nous ont servi pour le site de Namur comme hall de réserve et qui ont été une bouffée d'oxygène pendant la pandémie. Oui. Et puis, deuxième phase, 2019, nous avons signé la deuxième partie du terrain et nous avons commencé les travaux début 2020, juste avant la pandémie, qui ont duré pratiquement 2 ans. Et là, nous avons reconstruit 3 nouveaux halls et le bâtiment où se trouvent nos bureaux et notre salle d'exposition. Mais je repose ma question, ce n'est pas que sur fonds propres. Les banques vous font confiance. Effectivement. À partir du moment où vous avez un bilan avec une gestion saine et des réserves, les banquiers ne posent aucun problème. Donc, globalement, nous avons mis sur la table 30-33%, un tiers de l'investissement. Et les banques ont prêté sans pratiquement aucune garantie, sauf le renom, je vais dire, de l'entreprise. Et donc, ça n'a pas été compliqué. Et donc, je remercie d'ailleurs les banques qui nous ont fait confiance. De temps en temps, il faut le souligner. Oui. Bon, on l'a dit, il y a eu ce déménagement, ces installations flambant neuves, un peu en dehors de Namur, à Suarlé. Malgré tout, vous avez gardé l'emplacement historique, je dirais, à l'entrée de Namur, une activité un peu plus B2C, tournée donc vers le consommateur, un libre service. Pourquoi garder ça? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors, ce département est important, il représente quand même un quart de notre chiffre d'affaires et c'est vrai qu'il était sans doute effectivement difficile d'abandonner le site historique sur lequel mon grand-père et mon père ont travaillé et sur lequel j'étais fort attaché également. On aurait pu penser déménager les 2 départements, mais là, il aurait fallu le faire dans un endroit plus proche de Namur parce que le libre-service doit avoir une position centrale. Et ici, nous sommes très bien positionnés à Suarlé, le long des autoroutes, le long de la Nationale 4, mais nous sommes un peu excentrés par rapport au centre. Et donc, pour un libre-service, ce n'était pas l'endroit idéal. Mais trouver plus de 4 hectares, c'est-à-dire 5 ou 6 hectares très proches de Namur, devenait très compliqué et nous n'avons pas trouvé ce terrain-là. Et je pense que le centre Namur, Jambes et toute cette partie-là peut être desservie facilement donc par notre libre service et nous permettre de nous concentrer vraiment vers le professionnel sur le site de Suarlé. On a bien compris que la dimension émotionnelle, familiale était importante de garder ce petit point d'ancrage. J'en reviens à Suarlé. La dimension écologique est importante. Je voulais souligner parce que vous avez décidé dans vos nouvelles installations aucun recours à l'énergie fossile. Vous avez une chaudière biomasse maintenant qui brûle les copeaux, la sciure de bois aussi. On est presque dans l'économie circulaire. Vous avez aussi développé toute une infrastructure de panneaux photovoltaïques, 640 sur vos installations. Cette dimension écologique, ce fait d'être éco-responsable, c'est important en tant qu'entrepreneur. Il faut montrer l'exemple. Écoutez, c'est bien d'être un exemple, mais ce n'était pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'est de dire on a un nouveau site, qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce qu'il y a moyen d'alléger la facture et on l'a fait, cette réflexion, avant la crise en Ukraine. Donc, c'était d'autant plus important à souligner. C'est que même sans cette guerre en Ukraine, il faut essayer de réduire son empreinte écologique. Et donc, nous avons la chance, effectivement, de produire un déchet qui est écologique, finalement un copeau. Soit en été, si on ne l'utilise pas, on le met dans des containers et on nous le rachète pour la fabrication de panneaux. Il est réutilisé dans la fabrication de panneaux agglomérés ou d'OSB ou de MDF. Soit on le stocke dans des silos qui alimentent une chaudière biomasse. Et cette chaudière, elle chauffe notre atelier de menuiserie, elle chauffe notre shop, elle chauffe notre salle d'exposition, nos locaux sociaux. Et donc, c'est une chance, effectivement, de ne pas être lié ni au gaz ni au mazout. Et dans notre métier, je crois que ne pas utiliser cette opportunité aurait été une erreur de gestion. Justement, ces crises successives, on a parlé du Covid, on parle de la guerre en Ukraine, on a parlé de l'explosion du coût des matières premières, pas que l'énergie, les matières premières en général. Le bois, est-ce que vous avez ressenti aussi dans l'approvisionnement une hausse des coûts? Et si oui, est-ce qu'on la répercute forcément sur le consommateur? Alors, il y a eu une demande
je dirais, effréné pendant la pandémie, puisque les gens étaient confinés chez eux. La seule alternative, c'était de travailler dans le jardin, sur la terrasse ou dans la maison. Et donc, nous avons été quelque part des gagnants dans la pandémie. Okay. La demande a été très forte et donc l'offre n'a pas suivi. Et le prix des bois s'est effectivement envolé. Je n'ai jamais connu ça en 30 ans. Ah oui. Donc, il a fait x2, x3 dans certaines espèces de bois, y compris le panneau de construction. Oui. Mais je dois vous dire que depuis un an, depuis début 2022, ce flux a reflué et nous avons maintenant des prix qui sont très comparables dans le bois à ce que nous avions avant la pandémie. Et c'est important à souligner parce que c'est un avantage compétitif que le bois peut avoir par rapport à d'autres matériaux que sont le béton ou même l'acier. Donc un petit message à ceux qui nous écoutent, si vous voulez construire en bois, c'est le bon moment. C'est le moment. Donc un jeune couple qui nous écoute, qui doit construire dans les mois qui suivent sa nouvelle maison, il peut être assuré, les prix retombent et la pénurie est oubliée? Alors, la pénurie n'est pas tout à fait oubliée. Il y a certaines essences qu'on a des difficultés à obtenir. Je pense notamment, la guerre en Ukraine, c'est le mélèze de Sibérie, qui est très utilisé chez nous, notamment en bardage, ou alors des bois qui proviennent du Canada, qu'on appelle le cèdre, le Western Red Cedar, qui est un excellent bois, mais pour lequel nous n'avons plus d'offres depuis la pandémie et les prix sont inaccessibles. Donc, nous devons trouver des alternatives dans d'autres essences. Jean-Michel Carrier, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. La boucle va se boucler avec cette question familiale. Je l'ai dit, l'entreprise Carlier Bois fête ses 90 ans. Dans 10 ans, les 100 ans. Est-ce que quand on est représentant de la 3e génération, allez, je peux trahir votre âge, vous avez 55 ans, vous avez encore de nombreuses années à travailler, je le sais, mais est-ce qu'on pense déjà à la génération suivante? Est-ce qu'on prépare ses enfants pour les 100 ans? Donc ce sera dans 10 ans. Est-ce qu'on se dit qu'on va passer le relais? La notion de transmission, transmettre, est-ce qu'elle est importante? Elle est importante, mais vous savez, chacun est libre de son destin, donc il n'y aura jamais aucune pression de ma part, comme je n'en ai jamais eu de mon père non plus pour venir l'accompagner dans l'entreprise familiale. Donc j'ai 4 enfants, il y a des possibilités chez mes enfants de me rejoindre, mais il n'y a aucune certitude à ce jour. Et pour ma part, c'est vrai que le chiffre 100 me semble un chiffre un peu fétiche, et donc il me reste 10 ans pour l'atteindre, et ça me plairait bien de pouvoir fêter avec le personnel qui m'entoure depuis de nombreuses années cet anniversaire, mais bon, on a encore 10 ans devant nous et beaucoup de défis à remonter. Et bien, rendez-vous dans 10 ans sur ce plateau pour voir comment se porte Carlier Bois. C'est un plaisir de vous recevoir, Jean-Michel. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.